Oui, nous formons une alliance mondiale contre le globalisme, et les études de neutralité en font partie. Je sais que tout cela ressemble à une blague, mais je jure par le Dieu en lequel je ne crois pas. Ce n'est pas le cas. Ce matin, nous avons tenu le premier panel de contributeurs indépendants des médias sociaux, discutant de la nouvelle multipolarité dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Pourquoi nous pensons que l'Occident collectif est collectivement stupide à ce sujet, et ce que nous et vous pouvons faire pour s'opposer à cette folie. Celui-ci est un peu un tour de force, mais nous allons tous republier cela sur nos chaînes respectives, car nous unissons maintenant nos forces. Attendez-vous donc à revoir cela d'une manière ou d'une autre, et plus encore, à venir bientôt. Maintenant, profitez-en. Très bien, bienvenue à l'émission. L'émission d'aujourd'hui est un événement assez spécial, unique à bien des égards, car elle réunit pour la première fois un échantillon de personnalités des médias indépendants et de voix de divers fuseaux horaires pour partager leurs perspectives sur les événements mondiaux actuels. Quelqu'un a dit un jour que nous pouvons avoir des décennies sans que rien ne se passe. Mais parfois, en une semaine, on a l'impression que des décennies se produisent. Au cours de l'année écoulée, ou plus, il semble que nous ayons vécu de nombreux événements dignes de plusieurs décennies. Même au cours des 15 derniers jours, nous avons eu quelques événements très importants qui, je pense, mettent en lumière les développements en cours dans le monde. Et ils sont bien sûr le débat présidentiel aux États-Unis et les célébrations des 70 ans depuis les proclamations des 5 principes de coexistence pacifique. Nous venons de voir la conclusion de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai à Astana, au Kazakhstan. La semaine prochaine, nous aurons une réunion de l'OTAN à Washington pour célébrer son 75e anniversaire. Ce sont des événements importants qui impactent le monde. Aujourd'hui, nous avons un panel très significatif et ils ne sont dans aucun ordre particulier. Pascal Lotas est un professeur enseignant et faisant des recherches au Japon dans le domaine des études de la neutralité. Nous avons Jerry Gray, qui est un commentateur médiatique indépendant basé à Zhongshan, en Chine. David Oualalou, qui vient de célébrer le 4 juillet au Texas avec quelques barbecues. Félicitations. Jeff Rich d'Australie. Arnaud Bertrand, un voyageur mondial, mais je pense basé en Asie du Sud-Est ces jours-ci. Einar Tangjen, un résident de longue date à Pékin et un Américain qui est devenu, je pense, une figure de nombreux écrans de commentaires que vous verrez dans le monde entier. John Pang, un ancien conseiller du gouvernement malaisien et un chercheur académique en Chine ces jours-ci. S.L. Kantan de Geopolitics Demystified basé en Inde, avec des perspectives très uniques. Et je pense que j'ai mentionné tout le monde à ce stade. Nous pourrions avoir quelques autres personnes qui nous rejoindront. Et qui pourrait oublier Digby? Mes excuses, Digby. Who could forget Digby? My apologies, Digby. Digby, my old friend from Australia, who is now Digby, mon vieil ami d'Australie, est maintenant conseiller auprès du gouvernement cambodgien et spécialiste des relations internationales à l'Académie royale du Cambodge. Alors, bienvenue à tous. Nous aurons peut-être quelques retardataires qui nous rejoindront. Les fuseaux horaires ont rendu ce processus très difficile, mais intéressant. Commençons. Je voulais lancer cette conversation, non pas avec le débat en Amérique, mais en réfléchissant à ce qui s'est passé à Pékin la semaine dernière. Il y avait une réunion célébrant le 70e anniversaire des 5 principes de coexistence pacifique. Arnaud, tu étais là dans le grand hall du peuple lorsque cet événement a eu lieu. Parle-nous un peu de cela. En réalité, il n'est pas largement connu que la Chine a ses 5 principes de coexistence pacifique, qui remontent à un accord avec l'Inde il y a 70 ans. Ces principes ont été la base de sa politique étrangère depuis lors.
L'un d'eux, par exemple, est qu'il refuse d'interférer dans les affaires internes d'autres pays. Il privilégie la diplomatie au conflit. Ils ne poussent pas pour leur propre idéologie, mais acceptent plutôt l'existence de différentes idéologies. Ils viennent de célébrer le 70e anniversaire à Pékin, et j'y étais. And so they just celebrated the 70 years in Beijing. I was there. There were actually quite a lot. Il y avait en fait beaucoup de participants de très haut niveau. Bien sûr, le président Xi Jinping était présent avec une grande partie du Politburo. Dominique de Villepin, que j'admire beaucoup, était également présent. Il est l'un de nos derniers hommes d'État en France et l'ancien Premier ministre français qui a dit non à la guerre en Irak à l'ONU. Il a prononcé un beau discours après Xi Jinping sur l'importance de la coexistence pacifique. En gros, ce que nous voyons, c'est que la Chine comprend correctement le moment actuel. Nous avons essentiellement le choix entre une confrontation sanglante, comme une guerre nucléaire, et la coexistence pacifique. And peaceful coexistence. And of course, China is arguing for. Et bien sûr, la Chine plaide pour la coexistence pacifique, parce que l'alternative est tout simplement insensée. La Chine est tellement différente de l'Union soviétique qu'il est impensable qu'une guerre nucléaire ait le même résultat que la première. La plupart des penseurs réalistes s'accordent à dire qu'il n'y a pas d'alternative à la coexistence. Du point de vue de la Chine, le principal défi est de faire comprendre à l'Occident, en particulier aux Américains, cela. Ils doivent comprendre que tenter de restaurer l'unipolarité et l'hégémonie est une impasse. Acceptons-nous les uns les autres et vivons dans un monde où nous coexistons pacifiquement. David, you're in the United States and you've spent David, vous êtes aux États-Unis et vous avez passé une grande partie de votre vie professionnelle à Washington. Vous avez également regardé le débat présidentiel la semaine dernière qui a eu lieu un jour avant l'événement à Pékin que Arnaud a décrit. Quelle est la réaction de Washington en ce moment concernant ces questions? Comment voyez-vous le contraste entre le débat et ses conséquences et les questions émergentes du sommet de Pékin? That Arnaud described are taking place, emerging out of this summit in Beijing? Eh bien, l'évaluation ici aux États-Unis est que la population est très en colère contre Washington. Ce débat a démontré l'échec du leadership aux États-Unis. Vous obtenez les deux faces de la même médaille. Biden n'est pas différent de Trump, et Trump n'est pas différent de Biden. Aucun des deux n'a la moindre idée de la direction que prend le reste du monde. Pendant le débat lui-même, il n'y avait rien de substantiel. En d'autres termes, les Américains attendaient d'entendre quelque chose de significatif qui pourrait nous orienter dans la bonne direction. Au lieu de cela, tout ce que nous avons entendu, ce sont des insultes. Je vois cela comme un échec dû à l'absence de stratégie et à une compréhension de l'ordre multipolaire qui s'impose désormais à nous. Washington est dans le déni de cette réalité, mais le monde avance, que les États-Unis l'acceptent ou non. Nous sommes encore ici aux États-Unis à nous demander ce qui ne va pas avec le gouvernement américain, qui s'engage dans des politiques échouées. Nous assistons déjà à l'endroit où le prochain front de conflit se dirige une fois que la poussière sera retombée en Ukraine. Personnellement, en tant que personne ayant travaillé à Washington dans la sécurité internationale et ayant servi dans l'armée, je trouve cela préoccupant. J'ai occupé un poste de haut rang au sein des agences gouvernementales. Je ne vois tout simplement pas cela aller dans la bonne direction. Nous n'avons pas de leader parce qu'en Amérique, nous souffrons d'un manque de leadership. D'un autre côté, les événements qui se déroulent dans le monde, de l'anniversaire des 70 ans en Chine, au sommet de l'OCS et au prochain sommet de l'OTAN, mettent tous en évidence les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi je vous félicite, Warwick, de vous lancer dans quelque chose comme ça.
Cela peut au moins ouvrir la voie à une conversation vers une coexistence pacifique, au lieu de simplement pousser un récit pour plus de tensions. Merci, David. L'un des aspects intéressants de cette conversation mondiale est que depuis l'Asie, nous nous demandons souvent pourquoi les États-Unis poursuivent les politiques qu'ils adoptent. Cela reflète également certaines différences philosophiques de longue date dans les approches du monde. John, vous regardez cela actuellement depuis la Chine, mais vraiment d'une perspective asiatique plus large. Avez-vous des réflexions sur les 5 principes de coexistence pacifique et peut-être un peu sur les observations de David? And also perhaps reflecting a little bit on David's observations. Thank you. Merci. J'aimerais développer un peu la description excellente d'Arnaud sur les 5 principes. Oui, ils sont issus d'accords entre la Chine, l'Inde et le Myanmar. Par la suite, ils ont été adoptés lors de la conférence de Bandung. Donc ces 5 principes ne concernent pas seulement la Chine. Ils ont également été intégrés dans la politique étrangère indienne. Ils sont une pierre angulaire de la politique étrangère indienne. Le terme sanskrit est Panchil, et en indonésien ce serait Pancasila en termes de politique étrangère. Ils sont absolument fondamentaux. Ils sont à leur tour des concrétisations des principes de la Charte des Nations Unies. Maintenant, en ce sens, ils incarnent très bien l'esprit et les implications de la Charte des Nations Unies. Historiquement, après Bandung, ils ont été adoptés par le mouvement des non-alignés, qui à un moment donné comprenait 67 pays. Ils représentent une tentative antérieure de sécuriser une sorte d'ordre mondial ou de principe d'ordre dans leurs relations les uns avec les autres. Cela est très différent de celui des protagonistes de la guerre froide. En termes actuels, ce serait un principe alternatif d'organisation des relations internationales par rapport à l'ordre prétendument fondé sur des règles de l'Occident. Donc, ils sont vraiment importants à cet égard. Et je pense que c'était merveilleux et tout à fait juste qu'ils aient été articulés à nouveau à Pékin. L'année prochaine, c'est aussi l'anniversaire de la conférence de Bandung. D'un point de vue de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est et aussi du Sud global, c'est vraiment quelque chose à surveiller. La conférence de Bandung a uni non seulement l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde, mais aussi les pays africains. Ces principes sont vraiment importants à un moment où nous luttons pour comprendre ce qui vient ensuite, ce qui vient après cet ordre unipolaire. Je pense que Pascal Lotaz, j'ai écouté votre chaîne merveilleuse, aurait beaucoup à dire à ce sujet, notamment sur les principes de neutralité, par exemple. Mais ces principes, je pense, sont importants à articuler à nouveau aujourd'hui, et peut-être qu'ils sont très pertinents pour notre conversation. Je pense que l'ASEAN serait très bonne pour les promouvoir. L'ASEAN serait un endroit important pour assurer cela. L'ASEAN est de plus en plus importante maintenant. C'est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Elle est souvent négligée parce qu'elle a été une zone de paix. Mais elle se transforme en une sorte d'arène de conflit, un champ de bataille en ce moment. Donc s'il va y avoir un conflit déclenché en Asie de l'Est, il pourrait ne pas être à Taïwan. Il pourrait ne pas être aussi loin au nord. Il pourrait être en mer de Chine méridionale, avec l'un des pays de l'ASEAN. Et bien sûr, les principes que l'ASEAN défend sont violés par ce pays en ce moment. Nous pourrions revenir à l'ASEAN un peu plus tard dans cette discussion car il y a un ensemble important de questions autour de la neutralité, de l'esprit de collaboration et de l'approche consensuelle que l'ASEAN a établie
qui pourraient nous donner des indices sur ce à quoi pourrait ressembler un monde multipolaire. Mais je veux me tourner vers SL en Inde pour le moment sur deux fronts. Premièrement, pourriez-vous élaborer un peu plus sur l'implication historique de l'Inde dans la promotion des principes de coexistence pacifique? Deuxièmement, j'aimerais entendre vos réflexions sur la récente réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vous avez écrit un excellent article à ce sujet l'autre jour. Y a-t-il des liens entre les principes de coexistence pacifique et l'agenda actuel de l'OCS? L'Inde a du mal à trouver la position et la stratégie parfaite. D'une part, les élites, les think tanks et les médias sont très pro-américains. De nombreux think tanks en Inde sont financés par des organisations comme la Fondation Bill Gates et le Conseil de l'Atlantique, ce qui introduit beaucoup de biais. Le problème avec la Chine existe depuis environ une décennie. Les États-Unis essayent d'utiliser l'Inde pour contenir la Chine et perturber le siècle asiatique. Du point de vue des États-Unis, la plus grande menace pour le siècle américain est la montée de l'Asie, et encore plus, la montée de l'Eurasie. Si la Russie, le reste de l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe coexistent et travaillent ensemble, la pertinence des États-Unis diminue considérablement. Que peut offrir les États-Unis par la suite? C'est pourquoi ils s'engagent dans des tactiques de diviser pour régner, comme opposer la Russie à l'Europe. Maintenant, ils essayent d'amener l'OTAN en Asie. C'est une situation très dangereuse. Pour l'Inde, nous avons deux groupes au sein du gouvernement Modi. Un groupe parle d'un monde multipolaire et comprend que nous ne pouvons pas dépendre des États-Unis trop longtemps. L'autre groupe est fortement influencé par les organisations occidentales. Il travaille pour le FMI et la Banque mondiale, étudie aux États-Unis et y envoie leurs enfants. Si vous regardez les médias grand public en Inde, ils n'aiment pas penser de manière critique. Ils répètent simplement les points de vue occidentaux et américains. C'est une lutte. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais je pense que lors du troisième mandat, Modi va tendre une branche d'olivier à Xi Jinping et les relations entre l'Inde et la Chine vont s'améliorer. La clé est l'expansion des BRICS et la dédollarisation. Si vous ne pouvez pas dédollariser, alors vous ne pouvez pas défier l'empire américain. Le talon d'Achille des États-Unis est le dollar. Une fois que vous affaiblissez le dollar et montrez que le reste du monde peut fonctionner en dehors du système du dollar et du système SWIFT, ce sera un moment significatif. Cela marquera un changement historique et un changement sismique dans la géopolitique mondiale. J'ai lu pendant la nuit que la déclaration issue des réunions de l'OCS a en fait identifié la nécessité pour les organisations membres, et peut-être même en s'étendant aux partenaires de dialogue, de renforcer et de développer les transactions basées sur les monnaies nationales. Voyez-vous l'OCS avec les BRICS comme les véritables pierres angulaires de ce processus ou de l'institutionnalisation de la dédollarisation? Oui, absolument. Où peuvent-ils aller d'autre? Ils travaillent sur beaucoup de petits projets, et je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Quand je vous ai eu sur Spaces, professeur Powell, vous avez parlé du M-Bridge, le système sur lequel la Chine travaille. Je ne sais pas pourquoi ils prennent tant d'années et ajoutent juste un pays à la fois. Cela doit s'accélérer. Les pays des BRICS travaillent également sur le système de céréales, que nous devrions voir d'ici la fin de cette année. Et cela permettra aux pays des BRICS, qui représentent environ 40% de la production mondiale de blé et 50 à 60% de la production de riz,
d'utiliser le système de céréales pour commercer avec des monnaies locales. Ils peuvent fixer le prix de ces transactions dans une autre devise que le dollar ou l'euro. Tout se résume vraiment à la technologie. Si vous pouvez créer un système de blockchain, un système de registre distribué et faciliter le commerce entre les pays, ce serait logique. C'est la première étape fondamentale que nous devons franchir pour une véritable démocratisation de la finance mondiale. Je vais peut-être juste attraper Iona ici, et ensuite je viendrai à vous, Digby, car au cours des dernières 24 heures, il y a eu des développements en termes de règlement en RMB au Cambodge. Je pense que ça fait clairement partie de ce processus de multipolarité monétaire progressive. Nous avons discuté de nombreuses fois des défis technologiques, institutionnels et des impacts sur les marchés mondiaux concernant le rythme et l'ampleur de la dédollarisation. Quelles sont vos réflexions sur ce processus en cours? Eh bien, vous savez, c'est un plaisir d'être avec tant de personnes intéressantes. J'ai lu vos articles et je vous admire tous personnellement. Je pense que j'ai une vision du monde légèrement différente. Vous devez reconnaître où vous êtes. Vous n'avez pas le choix du moment où vous êtes né, mais vous avez le choix de ce que vous faites. Vous n'avez pas le choix des circonstances dans lesquelles vous êtes né. En ce moment, nous sommes dans une situation où vous avez un empire. Les États-Unis, vous pouvez l'appeler un empire. C'est mieux que de l'appeler un État voyou. Espérons qu'il se transformera en quelque chose de plus civilisé. Cela contraste avec l'Inde et la Chine, qui sont des États-civilisations. Ils sont beaucoup plus préoccupés par la protection de leurs frontières et la gestion de leur réalité économique et politique interne. Dans ce contexte, les États-Unis ont été une puissance expansive, suivant leur passé colonial. Nous avons vraiment du mal à savoir comment faire la transition, ou même si nous devrions le faire. Tous nos efforts en ce moment visent à maintenir notre hégémonie. Quand on commence à parler du dollar, je suis d'accord avec Pascal Lotaz. Cette situation n'est pas provoquée de l'extérieur. Elle est provoquée de l'intérieur par les États-Unis, en utilisant comme arme quelque chose que nous avions promis de ne pas faire. Mais, comme la plupart de nos promesses, ces promesses ne sont valables que pour le moment. Dès que nous devons changer ou que nous ne voulons pas y adhérer, nous passons à autre chose. C'est similaire à l'approche de Genghis Khan envers la vie. Vous prenez ce que vous voulez, sans justification. Vous pourriez marmonner quelque chose à propos du fait que, si d'autres n'avaient pas fait des choses terribles, Dieu ne vous aurait pas envoyé pour les punir. Cela est devenu une caractéristique récurrente. En termes de résultats, je suis d'accord pour dire que les États-Unis sont en déclin en termes de reconnaissance mondiale. Cela va affecter le dollar. Cependant, je ne serais pas si optimiste que cela se produise rapidement. Les États-Unis représentent une grande partie de la demande mondiale. Si cela disparaît, nous allons tous connaître une dépression massive, pas seulement une récession. Et l'Europe est en difficulté. Ainsi, vous avez les puissances traditionnelles qui ont émergé au cours des 350 à 400 dernières années et qui sont maintenant en déclin. Vous avez le Sud global et l'Asie centrale en plein essor. Ils ne veulent pas choisir de camp. Ils veulent rester neutres, poursuivre leurs propres intérêts et ne pas faire partie d'un bloc ou d'un autre, sauf lorsque cela leur profite dans le commerce. Vous voyez cela clairement dans l'OCS et à Astana. Xi Jinping reprend l'ancienne idée du mouvement des non-alignés, qui avait à l'origine 5 principes et ensuite été étendu à 10 à Bandung. Il veut le ramener à 3 pour plusieurs raisons.
Pour être plus clair, il est plus facile de vendre 3 points plutôt que 10 ou 5. Ces initiatives se concentrent sur la sécurité, le développement et la civilisation. Xi Jinping essaie de faire passer le message qu'il existe des alternatives. Il ne demande pas au pays de rejoindre la Chine à l'exclusion des États-Unis. Nous voyons cela très clairement dans des régions comme les Maldives. Il y a de la coopération, mais vous ne voyez pas Pékin dire « Si vous parlez à Washington, c'est fini ». Ce serait plutôt notre rôle. Vous voyez Blinken faire un effort de dernière minute pour conserver une certaine influence là-bas, en promettant quelques millions de dollars pour divers projets et en donnant quelques vieux bateaux de patrouille, etc. Typique de notre réponse, c'est une nation qui est le pays le plus bas du monde et qui a peur du changement climatique. Nous avons dit, eh bien, vous savez, ce dont vous avez besoin, c'est de l'équipement militaire pour vous protéger. Donc dans ce contexte de monnaie, de commerce, etc., ce sont des choses qui vont continuer à être en flux. La Chine peut offrir un système alternatif, mais elle ne peut pas supporter le fardeau des États-Unis. Ils ne veulent pas assumer le rôle de la monnaie mondiale. Je pense qu'ils préféreraient transférer cette responsabilité à un panier de devises, ce qui serait beaucoup plus facile à gérer. Vous avez toujours le problème économique de trouver une valeur unique pour mesurer les choses. Cela pourrait être le dollar pendant un certain temps, mais il y a aussi la question de la volatilité. Si vous avez raison, et je suis d'accord avec vous, la chute du dollar pourrait entraîner un bouleversement économique considérable. Les gens pourraient commencer à vendre des dollars américains à mesure que les rendements diminuent, et les flux de capitaux spéculatifs pourraient s'inverser. Déjà, vous voyez que les banques centrales du monde entier sont à certains de leurs points les plus bas jamais atteints. Celles qui sont les plus exposées, comme le Japon, ne sont pas très solidifiées. Donc j'ai parlé assez longtemps. Je regarde cela d'un point de vue macroéconomique. Nous sommes en pleine période de changement. La question est de savoir comment nous le gérons. Digby, vous êtes à l'avant-garde au Cambodge, traitant de nombreux points d'intersection qu'Ina a décrits, à la fois au niveau macro et en termes de la manière dont un petit pays en développement navigue dans un environnement géopolitique complexe. Hier ou avant-hier, j'ai vu un rapport sur l'un de vos sous-ensembles indiquant que la Banque orientale à Phnom Penh, au Cambodge, a lancé une installation permettant les règlements commerciaux en RMB. Que se passe-t-il d'autre au Cambodge en termes de la manière dont une petite nation navigue dans ses défis politiques, technologiques, climatiques et de développement économique? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de rejoindre un groupe aussi érudit. Je remonterai probablement à 2014, lorsque le gouvernement actuel, ou le parti qui contrôle le gouvernement, a failli être renversé lors d'une révolution de couleur, en même temps que l'Ukraine. Cette tentative a échoué. Depuis lors, le gouvernement a réussi à se stabiliser et a connu environ 10 ans de croissance annuelle du PIB d'environ 7,7%, ce qui est un résultat phénoménal. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que le gouvernement est passé à un groupe de personnes beaucoup plus jeunes, plus technocratiques et éduquées. Ces individus ne sont pas révolutionnaires et n'ont pas eu à lutter contre les Khmers rouges ou d'autres. Ce sont des technocrates. Ils sont bien formés. Ils ont tous fréquenté des universités en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Australie et en Europe. Ils parlent 2 ou 3 langues. Donc il y a un véritable changement générationnel en cours. On peut le sentir sur le terrain ici maintenant que cela se produit. Bien que la population générale ne le ressente pas encore vraiment, parmi les fonctionnaires du gouvernement, les cadres, les secteurs des affaires et de l'éducation, tout le monde peut sentir qu'il y a définitivement un changement en cours.
Les choses deviennent plus organisées, mieux présentées, et le message est amélioré. Le génie de Hun Sen, une personne très diabolisée par l'Occident, a été sa capacité à équilibrer ses relations. Ainsi, avec les États-Unis et l'Europe, il y avait des relations de l'époque coloniale et de l'époque de la guerre du Vietnam. Hun Sen a équilibré celle-ci avec l'ASEAN, la Chine et d'autres petits États. Il a également géré les relations avec le Vietnam et la Thaïlande, qui sont les deux grandes puissances moyennes entourant le Cambodge. Cela en soi est un véritable exploit. Il y a une sorte de semi-neutralité ou de statut non aligné. On peut voir des changements dans la demande, par exemple dans les exportations de vêtements vers les États-Unis et l'Europe, qui diminuent. Cela signifie que les États-Unis et l'Europe ont moins de levier sur les lois du travail et d'autres règles. Ces règles faisaient partie d'un ordre basé sur des règles conçues pour influencer les changements dans le gouvernement, qui étaient vraiment destinés à le déstabiliser d'une certaine manière. Donc cela touche essentiellement à sa fin. Ce que nous voyons, c'est que l'ASEAN et le RCEP, qui incluent la Chine, la Corée et le Japon, deviennent plus actifs. Les perspectives sont beaucoup plus orientées vers l'ASEAN et le RCEP directement, et plus généralement vers les BRICS et l'initiative de la ceinture et de la route. En ce qui concerne la monnaie, le mouvement de la Banque orientale est notable. Ce n'est pas la seule banque à avoir fait cela. Mais ce qui est intéressant avec la Banque orientale, c'est que c'est un arrangement Malaisie-Cambodge. La relation entre la Malaisie et le Cambodge se renforce considérablement, tout comme la relation avec la Thaïlande. Cela est lié aux efforts pour stabiliser le golfe de Thaïlande. Et parce que, bien sûr, les Américains sont très mécontents de l'accès depuis le golfe de Thaïlande vers la mer de Chine méridionale, ils sont très préoccupés par cela. Mais encore une fois, le gouvernement ici a réussi à équilibrer cet arrangement avec la Thaïlande et la Malaisie. Cela inclut l'énergie dans le golfe de Thaïlande, comme le gaz et le pétrole. Mais surtout, cela implique le développement du commerce autour du golfe de Thaïlande et des ports de la région. Voilà ce qui se passe au Cambodge. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose qu'Aina a dit d'un point de vue beaucoup plus macro. Il y a aussi un sentiment ici de connexion. Vous savez, le Cambodge est encore un très petit pays. C'est un pays à revenus intermédiaires inférieurs. Mais il développe son réseau diplomatique selon les lignes des BRICS. Par exemple, il vient d'ouvrir une nouvelle ambassade au Brésil. Il est actif avec tous les autres partenaires et a des ambassades dans tous les pays des BRICS. Cependant, il n'a que 27 ambassades et elles sont encore dominées par l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ainsi de suite. Donc les Five Eyes, pourrait-on dire. Mais cela change lentement. Je pense que ce que nous allons voir, ce sont des ambassades s'ouvrant en Hongrie, en Serbie, au Mexique et dans d'autres endroits comme le Maroc. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, etc. C'est la tendance. Et je pense que cette tendance va se répéter dans de nombreux petits États, pas des micro-États, mais certainement des États plus petits. Cela renforcera l'ensemble de l'opération. Les transactions transfrontalières, les transactions blockchain et les registres sont quelque chose que le gouvernement ici est très désireux de mettre en œuvre. Cependant, nous partons d'une base très faible. Nous commençons tout juste la numérisation de tous les dossiers comme première étape, ce qui prendra environ 1 an. Cela reflète ce qui se passe non seulement au Cambodge, mais dans de nombreux petits États à travers le monde. Ils veulent tous maintenir une sorte d'équilibre et de neutralité, comme l'a dit Aina, et donc, comme l'a dit Pascal Lotaz, la tendance est définitivement à la regroupement, aux non-alignés, aux BRICS, et à l'utilisation du réseau de la ceinture et de la route
pour toute l'infrastructure de transport, des ports, etc. La superstructure, qui inclut les devises, les transactions transfrontalières, les monnaies numériques et les monnaies numériques des banques centrales, pas le Bitcoin, fait également partie de cette tendance. Cependant, j'ajouterai une mise en garde, les États-Unis et leurs alliés travaillent souvent sur des cycles électoraux. Le prochain cycle électoral en ASEAN aura lieu dans 3 à 4 ans. Je pense que si les Américains peuvent traverser ce cycle électoral, ils reviendront à leurs habitudes habituelles. Cela signifie qu'ils commenceront à s'engager dans plus d'activités déstabilisantes pour la région. L'opinion ici est que la division est maritime continentale, que les États-Unis ont toujours suivi en se concentrant sur les zones maritimes périphériques. Ils continueront probablement cette approche. Nous avons une fenêtre de 3 ans pour développer des connexions plus fortes à travers tous les réseaux BRICS et avec les pays non alignés. C'est l'opinion générale. Nous devons être prêts à renforcer nos messages internationaux et à construire ces réseaux pour résister à la prochaine vague d'interférence du cycle électoral. Nous pourrions revenir sur certaines de ces questions si nous avons le temps plus tard. Mais l'un des thèmes récurrents jusqu'à présent est la question de la neutralité et de sa place dans le paysage multipolaire émergent. Il n'y a pas de meilleure personne que Pascal Lotaz, qui a passé sa vie professionnelle à explorer en profondeur ce que signifie réellement la neutralité, au-delà d'un mot qui sonne bien. Pascal, enfin, je peux vous intégrer dans cette conversation pour éclairer l'ensemble des sujets abordés jusqu'à présent, en particulier du point de vue des expériences des pays dans leur quête de neutralité et comment la neutralité peut jouer un rôle dans la conception des institutions dont nous avons besoin pour un monde multipolaire pacifique. Eh bien, merci beaucoup, Warwick, d'avoir organisé tout cela et pour cette discussion. C'est extrêmement fructueux pour la réflexion, mais aussi pour communiquer réellement avec les autres. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous connaissons tous la propagande, n'est-ce pas? Et nous savons tous que nous souffrons de quelque chose qui est difficile à comprendre. La raison pour laquelle j'ai commencé ma chaîne et ma carrière académique est que j'essaie de comprendre pourquoi nous vivons maintenant une période qui semble différente des autres. Oui, nous essayons de cadrer cela en termes de transition de pouvoir des États-Unis vers l'Asie. Mais la question pour moi est, comment est-il possible que nous ayons toujours naturellement cette tendance pour certains pays à essayer d'être neutres? Et vous savez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Appelez-le non-alignement, appelez-le bloc libre, peu importe. Je veux dire, il y a différentes versions, mais la base est toujours la même. Il n'est pas logique que les pays se contentent de suivre, n'est-ce pas? Vous avez des priorités et des besoins différents. Par conséquent, si vous voulez en tirer le meilleur parti, vous devez avoir votre propre position. Je continue de dire qu'être neutre ne signifie pas que vous êtes entre les deux. C'est être la troisième partie d'un triangle, parce que vous avez une relation avec tous les autres. La difficulté au cours des dernières années a vraiment été pourquoi est-ce qu'en Europe, nous perdons tant de neutres, alors qu'en Asie, nous voyons plus de ce neutralisme émerger. Naturellement, ils ne l'appellent pas ainsi, mais la diplomatie du bambou du Vietnam, la stratégie de l'Indonésie et l'Inde, où le ministre des Affaires étrangères indien continue de dire « Écoutez les gars, nous n'allons pas choisir entre vous ». Nous sommes 1,3 milliard sur cette terre. Nous avons le droit de faire notre propre chemin. Une chose que j'ai réalisée, c'est que la neutralité et l'indépendance dépendent toujours de la structure du système international. Ce que nous voyons actuellement, ce sont deux visions opposées du système international. L'une est le système post-guerre froide.
ou disons le système de la guerre froide, qui avait deux systèmes pyramidaux hiérarchiquement structurés, avec deux pôles et des pays en aval alignés avec eux. Quand un pôle s'est détaché, nous avons eu les États-Unis, qui ont essayé de construire une version plus grande de ce qu'ils avaient avec leurs institutions. Les institutions soviétiques et toute la structure communiste ont quitté la scène. Maintenant, nous avons ce schéma pyramidal libéral occidental. En Europe, le système pyramidal fonctionne encore, mais il ne fonctionne pas en Asie. Nous voyons une vision alternative, qui est la multipolarité. C'est ce sur quoi travaillent la Russie, la Chine et d'autres. Cela est évident dans l'OCS. L'idée entière est d'être égaux, de former un réseau et d'être distribué. Même le système monétaire évolue vers un registre distribué. Ils ne veulent plus de la structure pyramidale. En Europe, de nombreux pays autrefois neutres, comme la Suède et la Finlande, ont intériorisé le système pyramidal occidental. Dans ce système, être le Premier ministre du Danemark, de la Suède ou de la Finlande n'est plus la position la plus élevée disponible. La position la plus élevée est maintenant celle de secrétaire général de l'OTAN. Ou dans l'UMEBOB, vous pouvez devenir ministre des Affaires étrangères et obtenir le poste le plus élevé. Vous pouvez voir comment, dans cette intégration, nous perdons beaucoup de pays qui veulent encore faire quelque chose d'indépendant. L'épine dorsale de la neutralité est de vouloir être neutre et de vouloir faire ses propres choses. Nous voyons comment il y a un groupe de personnes où les États-Unis ont été extrêmement réussis. Nous devons les féliciter pour avoir vendu leur vision aux populations locales. Ils n'ont pas besoin de menacer les Européens avec des armes, comme les Européens l'ont fait avec le monde entier pendant le colonialisme, en disant « soit vous nous suivez, soit nous vous tirons dessus ». Ils ont réussi à vendre l'idée de simplement s'intégrer avec eux et d'en être heureux. En Asie, nous voyons que cela n'a pas fonctionné. Les pays d'Asie du Sud-Est veulent faire leurs propres choses. L'un des piliers de l'ASEAN est toujours le ZOPFAN, la zone de paix, de liberté et de neutralité. Cela va continuer. La question pour moi concerne le Japon et la Corée du Sud. Le Japon ressemble souvent à une version asiatique d'un pays européen. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas comme ça. Au Japon, le nationalisme est encore une chose très saine. Donc, la question est de savoir comment ces différents acteurs vont se structurer. Et vont-ils être capables de résister à cette stratégie de diviser pour mieux régner, pas nécessairement des États-Unis, mais de l'idéologie. De l'idéologie de l'intégration. Vous pouvez l'appeler mondialisme, ou comme vous voulez. Cette lutte entre ces deux façons différentes de structurer le monde, soit comme une pyramide, avec des centres et des rayons, soit comme un réseau distribué. C'est ce qui va continuer. Je crois que toutes les discussions sur les systèmes en cours de création dépendront largement du modèle choisi. Il me semble que le deuxième modèle, le réseau distribué, a de très bonnes chances de percer. Cela est dû au fait que nous avons de nombreux États individuels, grands et petits, de la Russie et de la Chine, jusqu'au Cambodge et au Laos, qui ont quelque chose à gagner dans la structure verticale, et non dans le schéma pyramidal. You mentioned NATO there, Pascal, and it seems that Tu as mentionné l'OTAN, Pascal, et il semble que nous avons commencé cette conversation avec le rassemblement de l'OTAN à Washington la semaine prochaine, comme deuxième point de repère, si tu veux. Je voulais faire intervenir Jeff ici parce qu'il a récemment fait un podcast sur l'histoire de l'OTAN en tant qu'organisation. De mon point de vue, il semble que l'OTAN incarne institutionnellement et stratégiquement ces aspects de la structure pyramidale dont tu as parlé. Son existence dépend de l'identification d'un adversaire. Jeff, pourrais-tu éclaircir un peu plus ce point et me corriger si je me trompe? Sure, Warwick.
Bien sûr, Warwick. Oui, j'ai fait un podcast vidéo sur l'histoire de l'OTAN et je l'ai qualifié d'histoire tragique de l'OTAN en tant que Dr Faustus de l'Atlantique. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'OTAN a toujours été tentée par l'idée qu'une seule puissance peut dominer le monde et avoir un contrôle ultime. Ce concept remonte au principe de Halford Mackinder. Celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le cœur de la Terre. Celui qui contrôle le cœur de la Terre contrôle l'Eurasie. Celui qui contrôle l'Eurasie contrôle l'île-monde. Et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Le désir de contrôler le monde à travers l'OTAN a été présent dès le début. Le grand historien John Darwin, spécialiste de l'Empire britannique et des empires en général, explique clairement que lorsque l'OTAN a été formée, c'était à un moment crucial. Un système mondial américain, ou un empire américain si vous préférez, a été établi en collaboration avec les puissances européennes. Ces puissances n'étaient pas seulement européennes, elles étaient des empires mondiaux. L'Empire britannique, les Néerlandais, les Portugais. Tous ces pays avaient des intérêts majeurs dans l'Indo-Pacifique. Dès le début, il y avait un partenariat entre les puissances européennes, en particulier les Britanniques, et les Américains, pour exercer une influence mondiale. Je pense que la connexion entre les puissances euro-atlantiques et l'Indo-Pacifique a toujours été présente dans l'histoire de l'OTAN. Elle est réaffirmée de manière plus vigoureuse aujourd'hui. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que l'idée d'un monde unipolaire, ou qu'une seule puissance puisse dominer le monde, est une illusion. Même dans les années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Amérique était dominante, mais pas aussi puissante ou dominante qu'elle l'était en 1949, économiquement et autrement. Même à cette époque, le monde était multipolaire. Tout au long des années 1940, 1950 et 1960, le monde était multipolaire. John Pong a mentionné la conférence de Bandung, qui est cruciale pour l'histoire du monde post-1945. So critical to the history of the post-1945 world. Whole idea of unipolarity, I think. L'idée de l'unipolarité est, je pense, une illusion à laquelle l'Amérique et l'OTAN s'accrochent, malheureusement. Ils ne reconnaissent pas les changements historiques profonds et inévitables qui se produisent. Le flux de personnes, de ressources, d'idées, d'informations et d'argent à travers le monde change de direction. Il ne peut plus être contrôlé depuis Washington et Londres. Fait intéressant, j'ai vérifié. Interestingly enough, I checked the. Oh, sorry. Yeah. This idea that it's actually a mythology. L'idée que c'est en fait une mythologie est importante. Il semble qu'à l'heure actuelle, l'absence de succès dans l'imposition d'une mythologie unilatérale au monde ne conduit pas à une réflexion sur la viabilité de cette vision. Au lieu de cela, cela conduit à un renforcement de l'approche. La croyance est que l'approche visant à imposer un résultat unilatéral au monde ne fonctionne pas simplement parce que nous n'avons pas essayé assez fort. Oui, absolument. Nous voyons cela dans le débat présidentiel, où Joe Biden dit que l'Amérique peut tout faire. C'est une idée absurde, simplement contredite par tant de faits dans le monde en ce moment. C'est presque comme si l'illusion de la primauté devait être maintenue pour que les institutions du pouvoir continuent de fonctionner. Je décris souvent l'expérience de cet écart entre la mythologie, l'ambition et la réalité comme menant à un sentiment de regret de l'acheteur.
Prenons la Chine, par exemple. L'effort au cours des dernières décennies était explicitement de changer ou de façonner la Chine d'une manière qui soit à l'image de l'Amérique, soit adaptée aux intérêts de l'Amérique. Maintenant, Jerry, vous êtes sur le terrain. Vous avez vécu en Chine presque toute la période où la Chine était dans l'OMC, qui était cette période d'engagement en vue de transformer la Chine. La Chine s'est transformée de nombreuses façons, et vous avez vécu et observé cela. Quelle est la vue du terrain en termes non seulement des transformations qui ont eu lieu en Chine elle-même, mais aussi de la façon dont la forme du monde qui nous entoure commence à émerger? D'après vos observations, comment la Chine commence-t-elle à envisager ce à quoi pourrait ressembler une multipolarité concrète? What a concrete multipolarity begins to look like. Je pense bien, tout d'abord, merci pour l'invitation. Si je n'étais pas ici, je regarderais certainement, parce qu'il y a beaucoup de grands noms ici. Je me sens un peu dépassé parmi tous ces luminaires. Une des choses que j'ai remarquées à propos de la Chine, et j'y suis depuis 20 ans, c'est le développement incroyable des infrastructures. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de pont vers Hong Kong, pas de train à grande vitesse, et de nombreux autres projets d'infrastructure étaient inexistants. Je vivais au 19e étage d'un immeuble qui était l'un des plus hauts de ma ville, Zhongshan. Maintenant, ce bâtiment est caché parmi beaucoup d'autres plus hauts. Nous avons vu une croissance massive des infrastructures, et la Chine étend maintenant ce développement vers l'extérieur. And what China is doing now is taking that out. And Ina made a great point that, Ina a fait un excellent point en disant que les îles coulent en raison de la montée du niveau des océans causée par le changement climatique. Quelqu'un des États-Unis pourrait dire « Vous avez besoin de quelques bateaux de patrouille ». En revanche, la Chine dit « Vous avez besoin d'un port pour les mettre ». C'est ce que fait la Chine. Cela met en évidence la différence entre les deux approches. La Chine n'essaie pas de faire choisir un camp ou de les rejoindre. Au lieu de cela, ils disent « Pourquoi ne travaillons-nous pas tous ensemble ?» Si vous avez des bateaux de patrouille et de l'uranium ou du minerai de fer que vous devez exporter, la Chine construira ce port parce qu'elle veut ses ressources. C'est ainsi que la Chine a abordé la situation. And that's the way that China has dealt with this. As far as I'm aware, with the exception of Djibouti. Autant que je sache, à l'exception de Djibouti, qui était sous les Nations Unies, la Chine n'a pas ouvert de base à l'étranger. Elle ne patrouille certainement pas les côtes entre les États-Unis et ses îles. Elle ne finance ni ne soutient certainement pas les séparatistes hawaïens, qui ont tout à fait raison d'avoir une cause. Donc il y a beaucoup de choses que la Chine ne fait pas. Et c'est tout. En revenant aux 5 piliers de la non-ingérence, la Chine fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, puis fait ce qu'elle dit. Je pense que c'est la grande différence ici. La Chine ne cherche pas une situation unipolaire ou bipolaire. Elle cherche une situation où le reste du monde peut tous en bénéficier et s'élever en même temps. Et cela inclurait l'Amérique. La Chine serait très heureuse de voir l'Amérique adhérer aux BRICS. De nombreux Américains, en particulier ceux du mouvement MAGA, pourraient apprécier une forme de capitalisme avec des caractéristiques américaines. Cela ne serait pas très différent du socialisme avec des caractéristiques chinoises. Je vois cela comme l'avenir, et j'espère que l'OTAN le voit de la même manière. Lorsque nous regardons l'Union européenne et la comparons à l'Union économique eurasiatique, il y a plus d'espoir dans cette dernière. Il y a plus de promesses de la part du RCEP, de l'ASEAN et des BRICS que de l'expansion de l'OTAN. L'expansion de ces organisations commerciales est ce que la Chine vise à faire, plutôt que de se concentrer sur les organisations militaires. C'est ainsi que je le vois, et je crois que c'est aussi ainsi que la Chine le voit. Le problème avec cette vision du monde, cependant, est qu'elle entre vraiment en conflit avec une perspective qui, comme Pascal l'a décrit, suit une structure ou un modèle hiérarchique du monde.
David, tu as passé beaucoup de temps à Washington. Ce que Jerry et d'autres ont décrit est un monde qui, de mon point de vue, serait perçu comme fondamentalement défiant et potentiellement menaçant pour la vision de Washington sur la manière dont le monde devrait être ordonné. Quels sont selon toi les défis en termes de réduction de cet écart? Est-il possible de réconcilier ces visions conceptuelles de l'ordre mondial? Quels sont les obstacles à cela? Et comment penses-tu que ces contradictions pourraient se manifester? Je veux revenir sur un point que Jeff a mentionné à propos de Djibouti, parce que j'y ai passé du temps quand j'étais à Washington. J'ai passé beaucoup de temps dans cette partie du monde. La présence de la Chine dans ce port est très petite en comparaison à ce que nous avions, ou même à ce que le Japon a. La présence des Chinois à Djibouti n'était pas destinée à fournir des moyens navals. Elle était très petite, presque insignifiante, en comparaison à ce que nous avons dans d'autres régions. Pour revenir à ta question, Warwick, l'idée à Washington est que beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous entendez ce que dit le président des États-Unis, ce n'est pas le président qui parle, c'est la main cachée derrière. Il existe une structure de pouvoir majeure à Washington dont beaucoup d'Américains moyens ne sont même pas conscients. Cette entité est celle qui dirige le navire en coulisses. Lorsque Biden dit quelque chose, il est intellectuellement incompétent pour même comprendre où les choses se dirigent. Ce n'est pas lui, c'est l'entité en coulisses. Le défi sur la scène mondiale en ce moment est que nous ne sommes pas prêts à accepter la montée d'une autre puissance. Je ne dis pas qu'elle va remplacer les États-Unis, mais elle sera sur un pied d'égalité. Nous ne sommes pas prêts à accepter cette réalité, et c'est une partie du défi. Les États-Unis trouveront tous les moyens pour perturber leur progrès. Nous pouvons dire ce que nous voulons et faire ce que nous voulons. Mais le monde avance. Le reste du monde en a assez que nous utilisions le dollar comme une arme et que nous nous impliquions dans des conflits sans fin, tandis que les citoyens américains peinent à joindre les deux bouts. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement s'engage dans des politiques dans des contrées lointaines qui n'ont rien à voir avec nos intérêts. Je veux dire, je soutenais déjà en 2004, lorsque la conversation a commencé sur le pivot vers l'Asie. Le pivot vers l'Asie n'a pas commencé en 2008 avec Obama. Il a commencé en 2004, lorsque des câbles circulaient, discutant de la nécessité de trouver une stratégie pour pivoter vers l'Asie. Certains d'entre nous posaient la question, pourquoi allons-nous en Asie alors que nous avons suffisamment de problèmes à régler ici chez nous? Malheureusement, ou tristement, il y a des pays, et je vais nommer des noms ici parce que je ne m'en cache pas, vous avez des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie dans une certaine mesure, les Philippines, et maintenant la Nouvelle-Zélande, qui ouvrent la voie à l'émergence de ces conflits en Asie qu'ils ne comprennent pas. Ils vont se brûler. Et s'ils pensent que les États-Unis vont venir les défendre, ils se trompent. L'Ukraine en est un exemple. Le Kosovo en était un autre. Nous pensons tous que nous allons tirer des leçons de cela. Le défi auquel les États-Unis devront faire face, d'une manière ou d'une autre, concerne l'aspect financier, comme l'ont mentionné Pascal Letas et Einar. C'est là que réside le cœur du pouvoir des États-Unis. Le changement dans cette structure financière, que je me sens à l'aise d'appeler Bretton Woods II, ne peut être résisté par aucun moyen, y compris le conflit. Si nous savons quelque chose de l'histoire, nous savons ce qui s'est passé lorsque Thucydide a décrit la théorie selon laquelle, lorsqu'une puissance montante veut remplacer une puissance en place, un conflit s'ensuit. J'espère que cela n'arrivera pas, mais je vois les choses aller dans cette direction. We're starting to see some of that play out
Nous commençons à voir certains de ces éléments se concrétiser en termes très concrets en Europe. Vous avez mentionné les conflits en Europe, et nous voyons également d'autres manifestations de ces perturbations. Les résultats des élections au Parlement européen il y a quelques semaines, les élections en France qui ont eu lieu plus tôt cette semaine, et les élections au Royaume-Uni qui ont eu lieu cette nuit. Arnaud, vous avez traversé ces mondes. Vous vivez en Asie, vous avez vécu en Chine, vous êtes français, et vous êtes au courant de ce qui se passe dans l'espace européen. Quelle est votre réaction à l'évaluation globale de David sur les dynamiques en jeu? Que se passe-t-il en Europe, y compris au Royaume-Uni? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer en termes d'autres théâtres où les influences malveillantes sont peut-être moins prononcées, notamment en Asie? In terms of other theaters where the malign influences are perhaps less pronounced, specifically in Asia. I think overall what we're seeing in Europe is Je pense qu'en général, ce que nous voyons en Europe, ce sont les conséquences de l'unipolarité sur la vie des gens. Concrètement, nous voyons beaucoup d'effets de la guerre en Ukraine, tels que la crise énergétique et l'inflation. Cependant, en raison du paysage médiatique en Europe, il y a une incompréhension fondamentale des causes de ces problèmes par les citoyens européens. Malheureusement, ils sont attribués à des faux-semblants comme l'immigration. Je ne dis pas que l'immigration ne pourrait pas être un problème. Peut-être que l'immigration de masse est un problème dans une certaine mesure, mais ce n'est certainement pas le principal moteur des problèmes auxquels les Européens sont confrontés, comme la baisse du niveau de vie. Avant tout, ces problèmes sont dus à notre vassalisation croissante aux États-Unis. Par exemple, nous n'avons pas une seule grande entreprise technologique qui a été créée au cours des 30 dernières années. L'industrie technologique est absolument dominée par les entreprises américaines. C'est très différent en Asie, où il y a de nombreuses entreprises milliardaires. Ils ont fait un bon travail pour conserver leur souveraineté. Alors la question est, comment pouvons-nous changer la donne? How can we change this state of play? I think in some European countries' DNA. Je pense que dans l'ADN diplomatique de certains pays européens, comme la France, nous conservons ce type de pensée. Par exemple, lors du 70e anniversaire de la guerre, j'écoutais Dominique de Villepin. Il comprend très bien cela à travers ses propos. L'approche historique de la France en matière de diplomatie a toujours été quelque peu non alignée, similaire au principe de Bandung. Cette approche a été progressivement perdue, à partir du président Sarkozy en 2008 ou 2009, lorsqu'il a réintégré l'OTAN. Cependant, dans l'ADN, l'état d'esprit et la mémoire musculaire du système diplomatique français, je crois que beaucoup de gens conservent encore ce type de pensée. A lot of people still retain this kind of thinking. So I think, under the hood is still there. Je pense que cet état d'esprit est toujours présent sous la surface. Il pourrait ressurgir à un moment donné, mais cela prendra du temps. Nous ferons probablement de nombreuses erreurs, comme soutenir Le Pen ou d'autres fausses solutions, avant de comprendre que ce ne sont pas les réponses. Ce n'est qu'alors que nous pourrons aborder les vrais problèmes et conduire l'Europe à conserver sa souveraineté. À court et moyen terme, je suis assez pessimiste, voire très pessimiste. Cependant, je suis une personne pleine d'espoir et optimiste, donc je crois qu'à long terme, nous y parviendrons à nouveau. Écoutez, je voulais tirer parti du point que vous avez soulevé. Il semble que nous revenions constamment à l'idée de souveraineté. Sans souveraineté, on finit par être absorbé dans un système très hiérarchique. L'Inde a une longue histoire à travers son rôle dans le mouvement des non-alignés. Plus récemment, certains commentaires de Jai Shankar sur l'émergence de la multipolarité dans le monde soulignent que l'Inde fera ce qu'elle doit faire, insistant vraiment sur sa position souveraine forte concernant ses intérêts. Comment voyez-vous cela du point de vue économique?
Vous avez mentionné plus tôt un optimisme plein d'espoir concernant le Premier ministre Modi, tendant une branche d'olivier pour se reconnecter avec la Chine et régler certains problèmes. Que pensez-vous que nous pouvons espérer au cours des prochaines années à ce sujet? What do you think we can look forward to over the next few years on that front? Vous savez, l'Inde est très bipolaire. D'un côté, elle a tellement de promesses et d'avenir. L'économie croît rapidement. Des économistes comme Ray Dalio pensent que l'Inde suivra le chemin que la Chine a pris il y a 20 ans, avec une croissance rapide, l'urbanisation, l'industrialisation, les IDE et les exportations. Cependant, sur le terrain, je vois quelques problèmes et obstacles majeurs. Un gros problème est la fuite des cerveaux. Les personnes les plus intelligentes en Inde quittent le pays à la première occasion qu'elles ont. C'est un problème important, car vous avez besoin de personnes intelligentes pour résoudre et analyser les problèmes de manière systématique. Il n'y a pas de pensée systémique en Inde parce qu'il faut l'aborder de manière holistique. On ne peut pas avoir une personne se concentrant uniquement sur la fabrication, une autre sur le commerce et une autre sur les investissements. Il faut des personnes capables de le considérer comme un système avec de nombreuses variables différentes. Pour ce type de réflexion, nous avons besoin de personnes qui vont dans les meilleures universités, étudient des programmes de MBA, d'ingénierie et d'autres domaines, puis se réunissent. Mais le problème est que les personnes les plus intelligentes se précipitent souvent vers les États-Unis ou le Royaume-Uni, ce qui entraîne une fuite des cerveaux. Un autre problème est que ceux qui réussissent très bien aux États-Unis, comme l'ancien chef de la Banque centrale de l'Inde, reviennent et ne font que promouvoir des solutions du FMI ou des philosophies similaires. Ils disent, eh bien, vous n'avez pas vraiment besoin de fabrication à cause du réchauffement climatique. Ils pensent qu'ils peuvent simplement se concentrer sur les services et le marché boursier comme les États-Unis et devenir riches. Mais cela ne va bénéficier qu'à environ 5-10% de la population. Ce n'est pas la façon de croître. Il y a de nombreux problèmes systémiques et fondamentaux, tels que les infrastructures, l'électricité et les trains. Par exemple, si vous regardez les trains de marchandises en Inde, en 2024, la vitesse moyenne est d'environ 20 km par heure. C'est tout simplement ridicule. Si vous regardez ce qui les enthousiasme, ce sont les projets tape à l'œil et haut de gamme. Ils veulent attirer la fabrication de Tesla, mais ils ne peuvent pas gérer la fabrication de voitures bon marché. Ils veulent faire des semi-conducteurs. Mais si je regarde autour de chez moi, tous les petits gadgets sont encore fabriqués en Chine. Alors pourquoi se concentrer sur des projets sophistiqués quand vous ne pouvez même pas produire des lampes? Router oui, et des baliques. Eh bien, les projets sophistiqués ne sont qu'une multitude de petits projets moins sophistiqués, assemblés avec une finition design. John, nous avons eu des discussions sur ce genre de questions, et ce qui me semble très intéressant, c'est que les défis en Inde que Pascal Lotaz a décrits, en termes de lutte interne et de bipolarité dans les mentalités et les approches, semblent également similaires dans d'autres parties de la région asiatique. Je regarde aussi comment la Malaisie cherche à naviguer ces défis et à se positionner pour son propre développement, tout en jouant un rôle dans la multipolarité régionale. Comment voyez-vous cela de cette perspective? How do you see this playing out from that perspective? That's an excellent question. C'est une excellente question.
Je pense que la Malaisie est assez caractéristique et un excellent pays à interroger. Elle se trouve au milieu de tant de manières. D'une part, comme l'Inde, la Malaisie est très bien placée pour comprendre les principes d'un monde multipolaire. Comme je l'ai dit plus tôt, la Malaisie est un membre fondateur de l'ASEAN. Nous étions présents à la conférence de Bandung. Au fil des ans, la politique étrangère malaisienne a fidèlement reflété ces principes. À ce propos, l'Inde avait été autrefois colonisée. India, formerly colonized, you have among elite an inability to. Parmi l'élite, il y a une incapacité à comprendre. Eh bien, pour le dire franchement, il y a eu cette immense capture élitiste, capture idéologique, qui a eu lieu particulièrement depuis les années 90 en fait, depuis l'aube de l'ère unipolaire. Je veux dire, j'en parle en tant que quelqu'un qui en faisait partie. Je suis assez vieux pour en avoir fait partie, et les gens pensent encore dans ce cadre. Ils ont vraiment du mal à s'adapter au monde multipolaire actuel que notre propre politique a rêvé. Donc je reviens à l'importance des 5 principes et à la logique qui y est intégrée, n'est-ce pas? Et je relis la pensée de la souveraineté que vous, Warwick, avez soulevée. And connect the thought of sovereignty which you, Warwick, brought up. And this is really important. Et c'est vraiment important. Cette affaire de neutralité et de non-alignement pour les Asiatiques du Sud-Est, et j'ose dire, pour les peuples du Sud global, se résume à la souveraineté. Pour comprendre l'attachement de l'ASEAN à la souveraineté et pourquoi c'est important, il faut le voir dans le contexte de l'histoire coloniale. 80% du monde était sous domination coloniale. Les gens oublient cela. Ce n'est que récemment dans l'histoire que cela a été surmonté. Mais nous savons tous qu'après l'indépendance, il y avait un ordre néocolonial, comme certains l'appellent. Quel que soit le nom que vous lui donnez, cette souveraineté n'est pas encore complète. Nous avons eu la logique de l'ordre mondial de la Société des Nations, puis de la Charte des Nations Unies, l'ordre post-1945. Mais nous vivons encore avec l'héritage persistant, la mentalité et la pratique réelle de la logique de grande puissance des relations internationales qui dominaient le monde. Ce n'est pas comme si l'Asie de l'Est, le Moyen-Orient ou l'océan Indien n'avaient pas leur propre logique de relations internationales. Ce n'est pas que nous n'avions pas un ordre international en Asie de l'Est qui n'était pas hégémonique de la même manière que l'ordre impérial actuel ou mourant. Donc, je veux prendre du recul et utiliser le mot impérialisme. Nous devons parler de l'Empire américain. C'est presque comme si c'était impoli d'en parler, mais je ne pense pas que nous comprenions où nous en sommes sans aborder cela. Vous savez, Warwick, j'ai négligé de dire cela au début. Warwick, I neglected to say this at the start. Thank you very much for organizing this, and it's such an immense honor to be. Merci beaucoup d'avoir organisé cela. C'est un immense honneur d'être avec vous tous. Vous êtes des personnes que je suis pour apprendre. Mais je veux prendre du recul et aborder cette question. Warwick a mentionné que nous avons organisé cela en réponse au prochain sommet de l'OTAN, où il devrait déclarer une sorte d'OTAN mondiale. Cela était attendu depuis un certain temps. Pour nous, c'est absolument insensé. Nous avons tous lutté contre cela, n'est-ce pas? This is absolutely insane. We've all been struggling with this, right? You know, when I read Arnaud's tweets, Quand je lis les tweets d'Arnaud et que je vous écoute tous, un mot qui revient sans cesse est insensé. Ils sont délirants. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils si stupides, par exemple? Si nous nous intéressons à la paix, il nous incombe d'avoir une théorie du changement, une conception générale. Je ne suis pas sûr que nous puissions tous être d'accord là-dessus ici. J'ai entendu Einar donner sa notion de cela, mais vous avez besoin d'une vue d'ensemble de ce qui se passe pour comprendre comment nos contributions pourraient avoir un impact. Je pense que David a parlé de cette idée. Pensez-vous que le président est aux commandes? Eh bien, pas vraiment. Nous sommes au milieu d'un débat intense.
Cela ne pourrait pas être plus clair. Vous avez une personne sénile aux commandes et vous vous demandez comment ces gens ont réussi à nier cette réalité. Au cours des 4 dernières années, n'importe qui avec un pouls pouvait voir que ce type n'est pas capable. Et soudain, ces initiés s'en rendent tous compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils semblent en savoir moins que nous. Soit ça, soit ils mentent massivement. Donc, on nous présente 2 possibilités. Soit il y a une sorte d'état profond, un complexe militaro-industriel, un groupe d'élite ou une entité unifiée et cohérente. Un groupe de personnes dirige le spectacle, ou pire encore, ce n'est pas du tout cohérent. C'est le genre de danger auquel nous sommes confrontés maintenant. Mais il y a ce profond sentiment d'une quête inachevée pour redécouvrir la souveraineté. Et cela semble être au cœur de cette question finalement. Absolument. Pascal, l'une des choses intéressantes que vous avez mentionnées plus tôt concerne le bouillonnement sous-jacent d'un sentiment de nationalisme japonais. Je parle ici d'un nationalisme avec un petit N, pas la version avec un grand N. Ces sentiments se manifestent dans tous ces pays qui essayent de sortir de l'ombre et de redevenir eux-mêmes. Vous êtes au Japon avec une perspective globale apportée par vos études, vos recherches et votre parcours. J'aimerais connaître votre avis sur la manière dont ces pays peuvent exploiter ou jouer un rôle dans la redécouverte par les États-nations des conditions préalables à la souveraineté nécessaire pour devenir des parties fonctionnelles d'un monde multipolaire. Eh bien, merci beaucoup pour cela. Je suis très heureux que vous m'ayez choisi, parce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose. John, tu as absolument raison. C'est exactement le problème. Le fait que nous pensons tous que c'est insensé signifie que nous sommes en fait sur la même longueur d'onde. La raison pour laquelle nous pensons que c'est insensé est que nous avons une analyse différente de ce qui se passe. Certaines des personnes qui élaborent ces politiques voient le monde d'une manière différente. Ils le comprennent différemment. Ils pensent réellement que la Russie est l'empire du mal, ou que la Chine est une hégémonie montante maléfique, attendant d'avaler Taïwan, puis les Philippines, puis le Japon, et finalement le monde entier. Ils pensent dans ces catégories. Et je pense que c'est une façon insensée de voir le monde. Mais il y a un bon nombre de personnes qui le font réellement. Maintenant, nous savons qu'il y en a d'autres, les opportunistes, les néoconservateurs, qui n'y croient pas du tout. Mais ils savent qu'il est utile de le présenter de cette manière. L'un des aspects est que l'environnement médiatique occidental a été extrêmement performant dans la manipulation. C'est l'opération de propagande la plus réussie de l'histoire de l'humanité. C'est ce dans quoi nous vivons. La meilleure propagande est celle que vous ne reconnaissez pas comme telle. Il y a une énorme tranche de personnes, environ 1 milliard ou 1,5 milliard, qui ne la reconnaissent pas pour ce qu'elle est. Ensuite, il y en a d'autres qui ne la regardent pas ou la reconnaissent comme telle. Mais le problème est cette partie de l'analyse. Je pense que c'est ce que nous essayons de traiter avec nos chaînes, n'est-ce pas? Nous essayons de corriger l'analyse de la manière dont la politique et la politique internationale sont structurées. Cela se connecte à ce que vous m'avez demandé, Walwick, car le nationalisme est une arme à double tranchant. Cela peut très mal tourner, mais la version saine de celui-ci est lorsque les nations, les pays et les groupes de personnes qui vivent ensemble sous un même code juridique, car le code juridique est la chose la plus importante, conviennent qu'il est important d'en tirer le meilleur parti sans nuire aux autres. Le monde est structuré autour de 193 à 200 codes juridiques différents, définis par des frontières géographiques. Lorsque les gens sont d'accord sur cela, ils peuvent se positionner et lutter pour des intérêts légitimes.
Et les États-Unis ont des intérêts légitimes. La Chine a des intérêts légitimes. La Russie a des intérêts légitimes. Ceux qui comprennent le mieux ces intérêts sont les personnes qui y vivent et travaillent ensemble pour les atteindre. Si nous atteignons un point où nous avons une structure mondiale stable, où ces intérêts se concurrencent mais ne se détruisent pas, nous nous rapprochons du type de monde que la plupart d'entre nous veulent voir. Cependant, tant que les États-Unis définissent leurs intérêts comme étant capables de choisir les dirigeants à Pékin, Moscou, Kiev et Bruxelles, il est difficile d'atteindre ce point. C'est pourquoi nous parlons de cette idée d'impérialisme américain, à laquelle nous avons une aversion. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'en Asie, les choses ne fonctionnent pas de la même manière qu'en Europe. In Asia, things don't work as they do in Europe, and I do think that a lot of countries over here are still. Je pense que de nombreux pays ici sont encore très intéressés à répondre aux besoins de leur propre population d'une manière ou d'une autre. Nous avons certains accords qui sont encore universels. N'oublions pas, malgré tous les changements, qu'il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. L'une d'elles est les Nations Unies. La Russie, la Chine, la SEC et l'OCS sont tous d'accord pour dire que l'ONU est l'ONU. C'est la structure et la charte est la charte. Même les États-Unis, bien qu'ils critiquent parfois l'ONU, ne la sapent pas structurellement de la même manière qu'ils le font avec l'OMC. Donc, nous avons certains accords de principe. Et dans ces institutions, nous pouvons encore travailler ensemble. Le Conseil de sécurité, malgré tous ces dysfonctionnements, fonctionne encore. Ils se réunissent toujours là-bas. Il y a encore de la valeur dans tout cela. Mon espoir est qu'autour de ces structures communes, nous nous dirigions vers un monde plus équilibré. L'ASEAN, par exemple, est un merveilleux exemple de la façon dont vous pouvez organiser une organisation internationale sans avoir besoin de s'intégrer pleinement. Oui, elle souffre de problèmes de consensus, mais en retour, vous n'avez pas ce besoin obsessionnel de dominer les autres, ce que je pense être une excellente chose. Absolument. Le colonialisme et l'expérience colonialiste sont essentiels pour comprendre ces différences enracinées dans l'analyse de ce qui se passe. Oui, c'est un point intéressant que vous soulevez parce qu'il me semble que non seulement nous avons un sens de la hiérarchie en termes institutionnels, mais nous avons aussi une manière dont le monde a été ordonné conceptuellement dans un sens hiérarchique. À savoir, il y a un sens de l'Asie de l'Amérique, de la Chine de l'Amérique, de n'importe qui de l'Amérique. Peut-être que ce que nous entendons en partie lorsque nous parlons de souveraineté, c'est la capacité pour les communautés, les nations et les civilisations de découvrir leur propre voix et pour les autres de permettre à ces voix d'être entendues. Ina, c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi et sur lequel vous travaillez depuis probablement 10 ans, sinon plus. Des pensées à ce sujet? Eh bien, non. Après 10 ans, j'ai simplement abandonné. Non. Écoutez, nous sommes à un stade où nous luttons pour rétablir un ordre westphalien. Nous sommes actuellement coincés avec l'exceptionnalisme américain d'un côté et un monde multipolaire émergent de l'autre. La seule véritable solution est que les États-Unis reviennent à ce qu'était l'Empire. Ils ne peuvent pas imposer leur volonté au reste du monde. La comédie qu'ils jouent à Washington concerne simplement les intérêts particuliers qui obtiennent ce qu'ils veulent. Notre famille a construit 28 sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous étions importants. Je peux vous dire, en écoutant autour de la table à manger et en observant ce qui s'est passé, la chose triste à propos de l'Amérique est que les élites ne font plus confiance au peuple. Et vous voyez cela dans la décision de la Cour suprême, qui dit essentiellement que vous avez une présidence impériale. Cela était évident dans le bourrage de la Cour. Et pourquoi ça s'est-il produit?
parce que Barry Goldwater a perdu une élection. À ce moment-là, les intérêts financiers des États-Unis, les familles, et dans chaque État, il y a un certain nombre de familles qui, en essence, contrôlent le processus politique. Je ne parle pas de contrôle direct. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils ont un intérêt, si vous êtes le principal employeur, vous appelez le gouverneur. Le gouverneur vous connaît parce que vous lui avez donné de l'argent. Vous dites, « Eh, écoutez, c'est important pour l'État. » Et le gouverneur dit, « Oui, oui, je suis complètement d'accord. » Vous savez, les gens se grattent souvent la tête et regardent l'Amérique en disant « Oh, ces gens sont fous. » Oui, c'est fou parce que, comme mon collègue l'a souligné, il n'y a pas de fin de partie. C'est juste une série de points de victoire pour des individus réunis en coalition qui peuvent être vendus au public. Après la Seconde Guerre mondiale, les élites américaines ont dit « Nous ne pouvons plus faire confiance à l'Europe. » Maintenant, bien sûr, étant racistes, nous n'envisagerions même pas de faire confiance à des personnes qui n'étaient pas de la bonne couleur. Mais nous avons essentiellement dit « L'Europe nous met toujours dans le pétrin. 2 guerres mondiales. Nous devons prendre nos responsabilités et prévenir la 3e guerre mondiale en prenant le contrôle et en orientant le monde dans la bonne direction. » Notre idée de la bonne direction était le capitalisme démocratique libéral. Nous ne pouvons pas vraiment le définir. Nous ne le pratiquons pas. Mais nous voulons certainement que tout le monde le suive. Cela a donné naissance à l'idée de l'exceptionnalisme américain, qui a été légèrement affiné après l'administration Reagan par Fukuyama. Il est tout à propos de ce triomphalisme. Le mur est tombé. Cela n'avait rien à voir avec Reagan. Il travaillait en fait pour ma grand-mère quand elle était dans un conseil. Elle disait qu'il n'était pas très brillant, un type sympa, mais il m'a fallu 2 mois pour la convaincre que le gars qu'elle connaissait était le président des États-Unis, pour vous donner une idée. Mais depuis, il y a cette idée à Washington que vous ne voulez pas vraiment de gens intelligents. Regardez ce qui s'est passé quand vous aviez quelqu'un d'intelligent comme Carter. Il était incapable, il n'écoutait pas, il ne cédait pas aux intérêts particuliers. Quel genre de gouvernement est-ce là? Donc, l'exceptionnalisme américain est vraiment devenu une religion aux États-Unis. Si nous y renoncions, réfléchissez-y. Si nous disions, regardez, l'exceptionnalisme américain était une erreur. Regardez toutes les choses que nous avons faites dans le passé. À l'intérieur du pays, nous avons blessé notre propre peuple. À l'international, nous avons blessé tout le monde. Se réveiller un jour et dire, « Eh, écoutez, tout ce que nous avons fait était probablement criminel, parce que nous n'avions plus de justification pour cela. » Donc, psychologiquement, il est très difficile pour nous d'abandonner cette idée que nous n'avons pas agi au nom de Dieu ou du bien commun, mais simplement dans nos propres intérêts. Et puis ça n'a pas marché. Donc, l'exceptionnalisme américain doit disparaître. La question est, comment y parvenir? Comment atteindre ce genre de moment westphalien sans tout le bain de sang qui l'a précédé pendant la guerre de 100 ans? C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Nous pouvons parler de nombreuses parties différentes, des symptômes du problème. Mais en fin de compte, à moins que l'Amérique ne change, nous nous dirigeons vers plus de conflits. Presque tous les conflits qui ont surgi, et nous connaissons le conflit, ayant été en conflit pendant tout sauf 15 ans de notre histoire de 240 ans, ayant stationné des troupes dans tout sauf 3 pays. Si vous regardez Noriega, le Shah d'Iran, ou les différentes personnes en Irak, comme Saddam Hussein, toutes ces personnes étaient autrefois sur notre liste de paix. Nous créons nos propres monstres. En essence, les plus grands monstres que nous avons créés en termes de notre propre hégémonie ont été la Russie et la Chine. La Russie a d'immenses ressources et s'étend sur 11 fuseaux horaires.
La Chine produit plus que les 9 pays suivants, réunis en termes de fabrication. Il y a une frontière terrestre entre eux, donc nous ne pouvons pas interférer avec cela. C'est vraiment notre plus grand défi, et ce que nous considérons comme une menace existentielle pour l'hégémonie américaine. C'est pourquoi l'OTAN se déplace vers l'Est. Il ne s'agit pas seulement de confronter la Chine. Il s'agit de confronter ce que nous voyons comme un axe de pays hostiles, que ce soit l'Iran, la Corée du Nord ou d'autres. Quiconque s'oppose à nous et les rejoint est un problème. Le monde évolue dans une direction différente. De nombreux pays cherchent à rejoindre les BRICS et essayent d'entrer dans l'OCS. Ce sont des organisations qui gagnent du terrain. Nous n'avons actuellement aucune organisation à laquelle quiconque souhaite adhérer, et cela devrait être assez révélateur. Alors, où cela mène-t-il? Je crois qu'à un moment donné, nous changerons, mais seulement en réponse à une crise substantielle. J'espère qu'elle sera de nature économique, mais il est tout à fait possible qu'elle soit cinétique. Eh bien, avec un peu de chance, ce ne sera pas cinétique, mais je pense que vous ne pouvez pas simplement compter sur la chance. Peut-être que ce panel aujourd'hui fait partie d'une réaction de ce qui semble être un petit groupe de personnes. L'une des raisons pour lesquelles j'espérais que ce groupe se réunirait est que vous avez tous travaillé sans relâche pendant de nombreuses années pour construire un réseau substantiel d'audience qui prête attention et se préoccupe de la direction du monde. Ils recherchent des cadres alternatifs et des voies à suivre. Je sais que nous sommes en ligne depuis longtemps. Je n'ai aucun doute que si nous étions tous ensemble, quelque part, dans un restaurant ou un bar, nous pourrions continuer toute la nuit et toute la journée. Mais peut-être pourrais-je donner le dernier mot à Pascal Lotaz, qui a eu la gentillesse d'organiser l'événement d'aujourd'hui. Pascal, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que l'OTAN va faire la semaine prochaine? Quels sont certains des défis auxquels nous sommes confrontés pour y répondre, à la fois en tant qu'individus et en tant que citoyens mondiaux actifs? Comment pouvons-nous contribuer à une réponse non cinétique à la situation actuelle? Pascal? Merci beaucoup. C'est formidable de discuter ensemble et d'avoir l'opportunité de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous avons tous des façons différentes de parler au public et au monde extérieur. Mais de temps en temps, il est important de montrer que nous nous rassemblons et exprimons notre désaccord. Les États-Unis, la Suisse et l'Europe ne parlent pas pour nous tous. Ils représentent certaines parties de la population. Mais nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. À la Russie et à la Chine, nous faisons partie de l'Occident qui aimerait s'entendre avec vous. C'est un message important. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, même si cela peut parfois sembler ainsi. Nous avons également la capacité de construire des choses ensemble. Je pense que la plupart d'entre nous ont une vision réaliste de ce qui se passe dans le monde. La question est, que pouvons-nous faire et que ne pouvons-nous pas faire? Nous ne pouvons pas simplement aller voir le président des États-Unis et dire « Changez cela ». Que pouvons-nous faire? Nous pouvons ouvrir des chaînes YouTube et parler au monde en disant aux gens « Regardez, c'est une meilleure façon de voir les choses ». Nous pouvons écrire et partager nos pensées. Si chacun de nous contribue à sa manière, avec ses propres capacités, nous pourrions peut-être changer le cours de ce navire qui se dirige toujours vers l'iceberg. Nous pouvons voir l'iceberg, mais nous devons crier un peu plus fort au capitaine qu'un iceberg arrive, et nous n'aimerons pas si nous le heurtons vraiment. Quant à ce qui va se passer avec l'OTAN, je ne sais pas.
Mais pour moi, il est clair qu'ils vont annoncer un OTAN mondial d'une manière ou d'une autre, que ce soit le pivot de l'OTAN vers l'Asie ou la coopération de l'OTAN. Bien qu'ils puissent montrer de l'unité, il sera beaucoup plus difficile de réellement y parvenir à la fin. C'est une vente difficile, l'OTAN dans le Pacifique, rien qu'à cause du nom. Bien que les Japonais, les Sud-Coréens et certains aux Philippines puissent apprécier le soutien dans le renforcement des capacités opérationnelles, nous savons tous que cela prendra des années et que c'est un processus difficile. Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est essayer de le saboter autant que possible et dire « Non, nous ne voulons pas de l'OTAN en Asie. Cela a déjà été assez horrible là-bas. S'il vous plaît, Européens, si vous voulez vous entretuer, faites ce que vous faites depuis 1000 ans, mais nous ne le voulons pas ici. Nous voulons le structurer différemment. Je parle en tant que Suisse, mais nous sommes en Asie. Nous voulons sauver l'Asie et le monde de cette mentalité européenne qui prend le dessus. Je pense qu'il est juste d'exprimer cela à notre manière et avec nos propres nuances, et aussi d'être en désaccord. Continuons la discussion. Merci à tous d'avoir pris le temps et communiquons avec les gens. Thank you. Wonderful, Pascal. Thanks very Merci. much. And look, thank you again, Merveilleux, everybody, Pascal. for making Merci time. beaucoup. Also, Et regardez, crazy merci hours encore à to tous d'avoir pris le temps, à des heures folles, de join rejoindre cette première discussion de ce que j'espère être, sinon, une table ronde régulière, du moins une discussion périodique, où nous pouvons unir nos forces et partager nos réflexions. Grâce à cela, je suppose que nous pouvons construire des réseaux plus solides et une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre monde. Je voudrais juste ajouter une chose avant de conclure. Nous avons eu des amis européens qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui en raison des défis liés au fuseau horaire. C'est peut-être quelque chose que nous envisagerons de résoudre dans un avenir pas trop lointain, en nous assurant qu'il soit possible d'entendre directement les voix de nos amis et partenaires en Europe. Espérons que nous pourrons diffuser le message qu'il existe d'autres façons d'organiser le monde qui sont plus pacifiques et plus prospères. Encore une fois, merci beaucoup. D'accord, Warwick, avant de partir, si je peux, une chose. J'ai un projet appelé Asian Narratives. Et Warwick, tu l'as. Combien de personnes ici utilisent Substack? Levez la main. 1, 2, 3, 4. D'accord. Arnaud, tu n'as pas Substack? Arnaud, you do not have Substack? Non, je suis juste sur Twitter. Et il est sur Twitter. Il écrit sur Twitter comme s'il écrivait pour Substack. So where are you at for Substack, you? La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il est bon pour nous de discuter entre nous et de partager une diversité d'opinions. Mais ces opinions doivent atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Donc Warwick, tu as un projet. Digby, tu as un projet. J'ai un projet où nous établissons des canaux. J'aimerais vous inviter tous à devenir rédacteurs. Si vous en avez envie, vous pouvez y publier ce que vous voulez. C'est essentiellement une vidéo d'introduction. Elle renverra vers où vous voulez, que ce soit votre site web, votre fil Twitter ou autre. Ce n'est pas une tentative de s'approprier vos audiences, mais d'établir plus de canaux. De cette façon, les gens peuvent entendre ces points de vue et comprendre qu'il y a de nombreuses perspectives nuancées. Plutôt que de tout regrouper sous l'étiquette de « Panda Huggers » ou de penser que vous détestez l'Europe et l'Amérique, ils peuvent voir la diversité de la pensée. Ce n'est pas du tout le cas. Mais nous devons élargir un peu notre base, parce que les médias actuels ne sont pas très favorables à cela. Ils veulent simplifier les choses en disant « soit vous aimez l'Amérique, soit vous êtes un mangeur de bébés communistes ». J'espère donc que cela sera bien reçu. Je vous contacterai individuellement. J'encourage tout le monde, en particulier Warwick et Digby, à utiliser autant de canaux que possible pour diffuser exactement ce qui est dit ici.
Je suis sur tant de stations différentes, mais je me sens très impuissant parce que je ne pense pas que le message soit suffisamment diffusé. Je pense que les réseaux sociaux sont probablement le meilleur moyen de diffuser le genre de point de vue que j'ai entendu aujourd'hui. Très bien, merci Arnav. Sur ce point, Pascal a mentionné quelques détails techniques au début. Je ne suis pas sûr que tout le monde était en ligne à ce moment-là. YouTube a une approche du partage de contenu qui pourrait potentiellement bloquer le même contenu diffusé sur plusieurs chaînes. Donc la suggestion est d'ajouter votre introduction lors du partage de cette session de panel. Positionnez-la de manière à ce qu'elle ait du sens pour vos communautés et audiences. Peut-être ajouter également une déclaration de clôture pour créer une différence substantielle du point de vue du contenu. L'objectif est de vous rassembler tous. Vous savez, pour moi, il était important d'entendre les différentes perspectives en un seul endroit. Cela nous permet de montrer au monde que nous ne sommes pas isolés, que nous sommes connectés et que nous pouvons avoir des conversations et des échanges significatifs sur des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est notre propre version de la multipolarité, n'est-ce pas? Si nous pouvons diffuser ce genre de message et continuer à nous soutenir mutuellement dans la cause de la multipolarité, de la paix et du développement économique pour les pays en développement, alors nous apportons une contribution significative. Merci encore beaucoup. Nous organiserons quelque chose à nouveau très bientôt. Pascal, quand ce sera prêt, je te laisserai faire. Tu sais exactement comment partager tout cela, et ensuite nous verrons comment procéder à partir de là. Vous recevrez un lien Dropbox de ma part avec les séquences brutes telles que je les ai filmées. Vous pourrez ensuite en faire ce que vous voulez, les republier telles quelles ou y apporter quelques modifications. Je recommande d'ajouter un petit quelque chose juste pour s'assurer que YouTube ne les bloque pas. Cela était principalement correct, mais j'ai eu récemment une expérience problématique. Quoi qu'il en soit, une petite modification quelque part, and hivra, en fait votre of me. Merveilleux, excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonne réunion à tous. Merci. Passez un excellent 4 juillet. Profitez. Thank you. Have a great for 4th of July. Enjoy.